Bienvenue en tout cas pour cette 14e édition. On est ravis de vous accueillir. On est effectivement très nombreux pour ces 3 jours. On a bien démarré hier avec le dîner du Bifort qui a rassemblé 100 patrons d'enseignes et qui s'est poursuivi par 2 ateliers ce matin autour de l'IA, entre autres. Mais aujourd'hui, la régie, ça ne va pas. Excusez-moi. Bon, on va continuer comme ça. En tout cas, merci d'avoir répondu présent. C'est grâce à vous tous que l'on est là et avec énormément de projets, bien sûr, qui sont en compte. En toute objectivité, je pense que les esprits les plus brillants du secteur sont réunis ici, dans cette salle, et donc merci pour votre confiance. C'est pas mal, non ? Nous venons malgré tout quand même de traverser une année chahutée. Je pense que les jours prochains seront aussi chahutés. Mais entre les pressions économiques, l'accélération finalement des réglementations et les mutations technologiques, notre industrie a dû faire preuve de plus d'agilité que jamais. Mais au-delà des turbulences, nous avons également vu émerger des nouvelles opportunités, des modèles repensés et une volonté plus forte de créer un commerce à la fois plus durable et plus performant. Cette année, nous vous proposons un retour aux fondamentaux en remettant au centre de tout simplicité et vision. Pourquoi ? Parce que dans un monde de plus en plus complexe, la simplicité devient un avantage concurrentiel et parce que cette simplicité ne peut s'exprimer pleinement qu'avec une vision forte. Une vision qui aligne la technologie, la data et l'innovation, et l'humain. Ces 3 jours denses, alors je vais faire ma Miss Météo. N'oubliez pas de télécharger l'application mobile sur laquelle vous aurez tous les renseignements. Ça sera votre meilleur ami pour cette année. Vous pouvez scanner le QR code pour tomber dessus directement. Comme vous avez pu le voir, nous avons repris le mantra de Steve Jobs sur les tote bags. Alors, je n'ai qu'un mot à vous dire pour profiter du one-to-one. Soyez insatiables, soyez fous. Et avant de donner l'introduction de la prochaine conférence, c'est juste pour vous rappeler que ce soir, on vous attend tous pour un dîner assis au Grimaldi Forum, dans l'extension sous la mer, pour une expérience immersive. Et en attendant maintenant, j'ai le plaisir, pour impulser ces échanges, d'accueillir Marc Lolivier, délégué général de la FEVAD, qui va me rejoindre sur scène pour nous présenter le baromètre des e-commerçants. Merci Sonia. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être parmi vous en introduction et en ouverture de cette 14e édition de One to One Monaco, un événement dont la FEVAD est partenaire depuis ses débuts. Et je veux dire, c'est toujours pour moi un plaisir d'être ici parmi vous pour ce grand rendez-vous qui réunit l'ensemble de l'écosystème et ses esprits les plus brillants, comme le disait Sonia. Et je tiens vraiment à remercier Sonia et ses équipes qui, chaque année, mettent vraiment tout en œuvre pour nous réunir dans les meilleures conditions et pour faire de cet événement, finalement, de ce salon, un événement pas comme les autres. Alors, la FEVAD, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la Fédération du e-commerce. Notre rôle, c'est de représenter les entreprises du secteur, mais c'est aussi de les accompagner dans leur développement. Les accompagner en leur fournissant un lieu d'échange, un espace d'information privilégié à travers nos analyses, nos études qui sont destinées à essayer de comprendre, de mieux comprendre les évolutions du secteur pour essayer de mieux les anticiper. Et justement, ce qu'on va faire aujourd'hui, ce matin en introduction, pour poser un peu le décor de cette 14e édition, eh bien, c'est revenir un petit peu sur les grandes tendances qui vont façonner le e-commerce en 2025. Et pour cela, on a interrogé les décideurs, les dirigeants de sites à qui on a demandé leur vision. Alors, leur vision à la fois sur le marché, sur leurs priorités, mais aussi sur leurs enjeux pour 2025. Alors, quelles sont leurs perspectives ? Quels sont aussi les défis qu'ils vont avoir à relever cette année? Et surtout, comment s'y préparent-ils? C'est à ces questions qu'on va essayer de répondre dans les 10 minutes qui suivent, à travers les premiers résultats de cette étude qui sera présentée dans son intégralité à la fin de ce mois, mais
dont on vous présente aujourd'hui, on est très fiers de le faire, en avant-première, les premiers résultats. Alors, avant cela, peut-être un point de méthodologie. C'est une étude qui a été réalisée avec Toluna Harris Interactive du 18 décembre au 14 février auprès de dirigeants, donc PDG, fondateurs, DG, CEO et directeurs. Et un échantillon de 230 dirigeants donc répartis en deux groupes. Un premier groupe, un panel de 114 dirigeants français dont vous voyez ici le profil, donc avec des tailles et des secteurs très différents, avec toutefois une sous-représentation des services, on est plutôt sur les produits. Et puis un deuxième panel, un panel d'Européens avec des dirigeants répartis dans 4 pays, Allemagne, Belgique, Italie et Espagne. Un panel qui a été rendu possible grâce à nos 4 collègues, enfin homologues des associations nationales de ces différents pays qui sont, tout comme la FEVAD, membres de e-commerce Europe. Alors, cette étude, son premier objectif, c'est d'abord d'essayer de comprendre le marché, d'essayer d'évaluer l'état d'esprit dans lequel se trouvent les dirigeants, les dirigeants, ceux qui sont aux commandes des entreprises, et de voir effectivement comment ces dirigeants abordent l'année à venir en matière de e-commerce. Et là, la bonne nouvelle cette année, c'est qu'effectivement, on voit une nette amélioration du moral des e-commerçants, puisque vous voyez que 34% des dirigeants français se considèrent plus optimistes que l'an dernier, contre 25% qu'ils sont moins. On est donc sur un solde positif de 9 points, là où l'an dernier, eh bien, les pessimistes l'emportaient avec -1. Et donc on a un vrai retournement de tendance, donc ça c'est quand même assez intéressant, et ça ouvre des perspectives. Et vous voyez que cette amélioration, elle est partagée aussi ailleurs en Europe par nos dirigeants européens. Toutefois, c'est vrai que la tendance était déjà positive l'an dernier, et elle s'améliore avec un solde positif cette fois-ci de 19 points, donc des dirigeants européens plus optimistes que les dirigeants français. Alors pour comprendre ce regain d'optimisme, il faut se pencher et essayer de confronter ça avec la vision des dirigeants par rapport à l'évolution, cette fois, du marché. Et là aussi, l'inversion de tendance se confirme, puisque vous voyez, on a 38% des dirigeants français qui pensent que le marché sera en croissance en 2025, contre 30%, et là c'est une baisse de 10 points par rapport à l'an dernier. Donc on voit effectivement ce regain d'optimisme qui se traduit par une évaluation de la tendance du marché qui est plus positive que celle qu'il n'avait l'an dernier. On voit que chez nos voisins européens, même chose, plus confiants sur l'évolution du marché, mais on partait d'une base qui était déjà plus élevée. Alors, pour compléter cette analyse du marché, je vous propose maintenant de voir également les autres tendances auxquelles s'attendent, les grandes tendances auxquelles s'attendent les e-commerçants français et européens. Donc en premier, le développement du marché de la seconde main, qui était déjà une tendance bien ancrée l'an dernier, mais vous voyez qui se poursuit. Je rappelle, un Français sur 2 a acheté un produit de seconde main l'an dernier et 2 sur 3 chez les moins de 50 ans. Donc on est vraiment face à un phénomène majeur. Deuxième tendance, la concurrence des sites asiatiques, qui traduit finalement une préoccupation croissante et justifiée de la part des sites de e-commerce. Là aussi, je rappelle, 22% des colis distribués par la Poste sont des colis destinés aux clients de Chine et Temu. Au niveau européen, on est sur 4,6 milliards de colis à l'année. Ça fait 10 millions de colis tous les jours. Et au niveau mondial, on est sur 10 tonnes de marchandises. Donc autant dire qu'effectivement, il y a là un vrai sujet de préoccupation pour les sites. Néanmoins, ces sites sont les dirigeants sont un peu moins pessimistes à court terme sur la fermeture des sites. Et vous voyez que les perspectives sont toujours très prudentes sur les levées de fonds et l'introduction en bourse. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ces grandes tendances relevées, remontées par les dirigeants français, eh bien, on les retrouve de manière parfaitement alignée chez les dirigeants européens. On a vu l'image ou la perception du marché. Je vous propose maintenant de regarder cette fois la vision des entrepreneurs et des dirigeants sur cette fois leur activité, c'est-à-dire leur entreprise. Et là, vous voyez de manière très intéressante qu'on a vraiment un optimisme qui se traduit chez notamment les Français, avec 64% des dirigeants qui pensent que leur chiffre d'affaires sera en augmentation et 60% qui comptent sur une amélioration de la performance financière. Et là,
de manière assez intéressante, vous voyez que les Français sont plus confiants sur l'avenir de leur entreprise que les étrangers, qui, eux, restent effectivement confiants en augmentation, mais de manière moins importante, puisqu'on est à 58% en croissance sur le chiffre d'affaires et un peu moins sur la performance. Faut-il y voir le panache, l'audace française, ou peut-être ce qu'on appelle l'arrogance? Je vous laisse réfléchir à ça. En tout cas, je vais devoir présenter ça à mes collègues européens qui me feront certainement la remarque. Alors, on a vu un petit peu la vision. Je vous propose maintenant de voir comment les sites veulent s'y prendre ou comptent s'y prendre pour atteindre leurs objectifs et parvenir justement à cette croissance du chiffre d'affaires et de leurs résultats. Et notamment, on va voir ça à travers un indicateur intéressant qu'on suit tous les ans, qui sont les priorités d'investissement. Où est-ce que les entreprises vont davantage investir cette année? Des priorités qui, cette année, sont en plein changement, mutation, puisque l'an dernier, c'est le marketing et la publicité qui dominaient. Vous voyez que cette année, c'est l'international qui arrive en tête, avec un bond spectaculaire de 17 points. On trouve en deux l'informatique et la RSE qui reste solidement accrochée à la 3e place, et c'est une bonne chose. Vous savez qu'on vient de signer une charte très importante là-dessus. Et puis le marketing, qui lui recule à la 4e place cette année. À noter, je n'ai pas pu vous le présenter, que pour la première fois dans l'histoire de cette étude, qui a maintenant 14 ans, ce sont les réseaux sociaux qui arrivent en tête des investissements sur les investissements en marketing. Ce qu'on constate, c'est que du côté international, des autres Européens, l'international reste important, mais le marketing plus important que chez les Français, bien qu'en baisse. En revanche, on voit que la RSE est beaucoup moins importante dans les autres pays étrangers, puisque seuls 20% des dirigeants veulent y consacrer effectivement une augmentation des investissements. Autre bonne nouvelle, alors à noter quand même la monétisation de l'audience qui est plus forte en France, où on doit avoir une accélération. Et puis la bonne nouvelle également, c'est que les budgets innovation sont en augmentation, aussi bien en France que ailleurs en Europe. Et donc je vous propose maintenant de voir quelles sont les innovations qui devraient le plus bénéficier de cette augmentation des budgets. Alors, en tête, sans surprise, c'est l'IA. Je pense qu'on va y revenir tout à l'heure. Bien sûr, dans les deux pays. Le Buy Now, Pay Later, qui effectivement fait aussi consensus sur son potentiel. Et puis après, on voit quand même des divergences entre les Français et les Européens, avec la blockchain et la réalité virtuelle qui sont plus prometteurs pour les Français, et le live shopping peut-être plus pour les Européens. En revanche, on voit que le métaverse et les NFT continuent à susciter pour le moins du scepticisme de la part de nos deux panels. Je reviens sur l'IA générative parce que je sais que vous allez beaucoup en parler, pour faire un petit point sur la situation de l'IA générative. Et donc, vous voyez qu'on est à 82% des entreprises qui déclarent utiliser des solutions à base d'IA générative. C'est 10 points de plus par rapport à l'an dernier. Et sur les usages qui sont faits de cette IA, vous voyez en tête la relation client. On pense bien sûr aux agents conversationnels, mais également la sécurité, la fraude et la logistique. Un point maintenant sur l'international rapidement parce que le temps file. L'international, pour vous dire effectivement qu'on est à 73% des sites qui ont une activité à l'étranger, en tout cas pour les sites français, c'est intéressant, c'est une progression de 4 points par rapport à l'an dernier. Et quant au hit parade des destinations, eh bien on trouve toujours la Belgique suivie de l'Espagne et cette année l'Allemagne qui passe devant l'Italie. À noter que la France est le marché préféré pour les Italiens et les Allemands et le second marché pour nos amis belges et espagnols. Quant aux perspectives de croissance, vous voyez que ça corrobore ce que je disais tout à l'heure sur l'investissement. 81%, c'est-à-dire 8 sur 10, pensent qu'effectivement leur activité internationale va progresser dans les 2 ans. Il n'y a personne pour dire qu'elle va reculer. C'est dire effectivement la confiance que placent aujourd'hui les e-commerçants dans l'international. Alors cette étude, elle développe d'autres enjeux sur lesquels on reviendra plus tard, notamment sur les priorités RSE, sur les priorités marketing, mais également les RH, avec un point effectivement sur la place du télétravail dans les sites e-commerce, très intéressant. Et puis il y a aussi des sujets qui correspondent à des préoccupations émergentes qu'on veut effectivement tester à l'occasion de cette étude. Notamment parmi elles, je vous en ai retenu 2. La première, c'est la déconsommation. Cette tendance des consommateurs à vouloir consommer moins, à vouloir consommer autrement, consommer de manière plus qualitative. Et vous voyez qu'on a 60% des dirigeants qui pensent
qu'aujourd'hui, cette consommation est en train de s'installer et 63% qui pensent que ça va se développer. Et vous voyez que ces mêmes pourcentages sont en train d'adapter leur stratégie. Je vous laisse réfléchir à ça, mais c'est vrai que c'est une tendance de fond qui accompagne aussi des mouvements RSE très intéressants. Le dernier sujet, c'est la cybersécurité, avec là plus de 60% des sites qui considèrent qu'en 2024, il y a eu plus d'attaques cyber et qu'en 2025, à 82%, on devrait en avoir plus. Alors, ils s'y préparent, on a des plans. Un point quand même d'attention sur ces plans prévention, on a quand même 20% qui omettent la formation du personnel, c'est un point très important. Mais rassurez-vous, on a quand même 90% des sites qui souhaitent augmenter les investissements sur la cybersécurité dans les mois prochains, donc c'est vraiment une préoccupation importante. Voilà en quelques mots quelques-uns des résultats de cette étude que j'aurai le plaisir de présenter le 27 mars avec Jean-Daniel Lévy, le directeur général de Harris Interactive. Juste pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que cette année, et c'est une bonne nouvelle, malgré le contexte, on a des e-commerçants qui sont plus confiants, avec des perspectives de développement, et puis une volonté affirmée d'investir, c'est important. L'IA et l'international qui se positionnent comme des leviers de croissance sont importants, et un secteur qui doit quand même rester vigilant sur les défis, la cybersécurité, la concurrence des sites asiatiques et les nouvelles tendances de consommation. Donc 2025, une année qui s'annonce passionnante, une année clé où les e-commerçants devront concilier à la fois l'audace et la vigilance pour consolider leur croissance. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite un excellent salon et je passe maintenant la parole à Julien Casqui, rédacteur en chef de Madines, et ses invités pour un débat qui lui aussi s'annonce passionnant. Merci beaucoup et très bon salon. Est-ce que mon micro, oui, est bien branché? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus, on est très contents, je suis très content d'être devant vous ici au One to One Monaco. Merci beaucoup, la salle est pleine, donc merci beaucoup pour votre présence. Le retail s'est considérablement transformé. Voici le thème, simplicité, vision, pour un retour aux fondamentaux du commerce, effectivement avec la digitalisation, l'omnicanalité, l'ultra-personnalisation, transition aussi écologique, essor bien sûr de l'intelligence artificielle. Le commerce a dû s'adapter aux nouvelles technologies et aux attentes de ses clients, ce qui lui a permis de se renforcer et d'aller conquérir de nouveaux territoires. Mais dans cette quête effrénée à l'innovation, est-ce qu'il n'en a pas oublié ses bases, ses fondamentaux, avoir un bon produit au bon prix avec une clientèle bien identifiée? Alors est-ce qu'il est temps de revenir aujourd'hui à plus de simplicité? Et comment revenir à cette simplicité tout en innovant? Il y a énormément de questions que nous allons poser à nos trois intervenants majeurs du secteur et qui ont un point commun, ils ont tous les trois repris une entreprise. Lisa Nakam, directrice générale de Jonac, marque de chaussures pour femmes qu'on connaît tous, plus de 100 boutiques en France et à l'étranger, qui a repris l'entreprise que son père a dirigée et que son grand-père a fondée. Lisa, tu peux venir sur scène. Applaudissements pour Lisa. Axel Matéry, directrice générale de Maison 123, marque de mode pour femmes, 150 boutiques en France, qui a repris une entreprise en difficulté il y a 5 ans. Applaudissements s'il vous plaît pour Axel Matéry. Et enfin, Jean-Émile Rosenblum, CEO fondateur de Pixmania, pionnier du e-commerce marketplace d'appareils électroniques, qui a repris après le Covid à la barre du tribunal de commerce avec son frère la marque Pixmania. Jean-Émile Rosenblum, on peut l'applaudir. Merci à tous les trois d'être sur cette scène. Voilà, on peut s'installer. Alors, est-ce que déjà vous êtes tous les trois d'accord avec ce thème? Est-ce que le retail revient à ses fondamentaux? Et si oui, pourquoi revient-il aujourd'hui à ses bases? Peut-être Axel Matéry. Alors effectivement, moi j'ai l'intime conviction que le retail, depuis post-Covid en tout cas, est revenu à ses fondamentaux. Et les fondamentaux pour moi, c'est une bonne expérience magasin, l'importance de la relation en magasin,
C'est vrai que le repositionnement que j'ai été amenée à effectuer en 2020 ne s'est absolument pas appuyé sur l'intelligence artificielle, uniquement sur des compétences humaines et surtout des compétences basico-basiques du retail, à savoir connaître ma cliente, connaître mes points de vente. Donc c'est vrai que quand j'ai repris cette marque, j'ai vraiment pris mon bâton, c'est ce que j'aime à répéter, pendant 2 mois, mais j'insiste réellement et sincèrement, pendant 2 mois, j'ai arpenté mes 150 points de vente en France, et aussi on en a à l'international, donc j'ai beaucoup voyagé pour comprendre, rentrer en contact avec la cliente qui était celle de l'époque, comprendre leurs attentes, entendre les desiderata des équipes magasins, très important. Et j'ai pu, à l'issue de ces 2 mois d'immersion totale, écrire une feuille de route, écrire une stratégie, dont effectivement l'expérience client, l'incarnation de la marque, les engagements ont été posés, et force est de constater qu'effectivement, au bout de 5 ans, ça cartonne. Combien de chiffre d'affaires, est-ce qu'on peut le dire ou pas, combien tu réalises aujourd'hui de chiffre d'affaires? Ouais, 185 millions. 185 millions. Ouais, et surtout un EBITDA très positif, parce que c'était des millions, on en faisait déjà, mais avec une très grande déficit, donc c'est plutôt forte sympa. Présence en France aussi et à l'étranger? Oui, on est déjà essentiellement retail, 85% de mon business est généré par du retail, essentiellement en France, puisque j'ai 150 points de vente et j'en couvre 220 au totalité, donc la majorité est en France, et sinon en périphérie Europe, Belgique, Suisse, Allemagne, et récemment l'Espagne. Là j'ouvre le Mexique. J'étais au Japon, j'étais en Corée, j'explore. Là, pareil, maintenant que j'ai bien stabilisé le réseau, le maillage en France, je me donne l'opportunité de pouvoir explorer d'autres continents, d'autres cultures et d'autres marchés. Lisa, toi aussi, tes revenus, tes bases, elles sont aussi assez solides, très solides même? Oui, alors on a effectivement toujours conservé les bases. Après, moi, j'apporterai peut-être une petite spécificité. Il y a les fondamentaux, effectivement, mais est-ce qu'il y a réellement retour? Est-ce qu'il n'y a pas plutôt quelque chose vers l'avenir? Parce que je pense que les fondamentaux, ils existent évidemment, mais ils ont évolué. C'est plus les mêmes. Et donc, effectivement, il y a un retour à certains fondamentaux qu'on avait depuis longtemps. Je pense notamment à quelque chose que je répète souvent, c'est le rapport qualité-prix qui a été oublié ces dernières années. Et en fait, on s'en rend compte aujourd'hui dans tout ce qui s'est passé sur beaucoup d'enseignes. Mais il y a aussi des fondamentaux nouveaux. Quand on parle de RSE, clairement, il y a 10 ans, on ne savait pas ce que c'était. Donc je pense qu'il y a aussi une notion de revoir les fondamentaux qui étaient les fondamentaux de l'époque et qui sont aujourd'hui différents, et donc de continuer à les faire évoluer, parce que c'est comme ça que tu fais en sorte que ton entreprise soit pérenne dans le temps. Effectivement, ne pas oublier ses bases, et les notions, d'ailleurs, que vous présentiez tout à l'heure sur l'importance de l'internationalisation. Quand on va à l'international, on est obligé de se reposer ces questions. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu vas ouvrir un nouveau pays, tu vas être obligé de te dire, mais en fait, est-ce que ma marque est adaptée à la cliente locale? Et donc, tu vas refaire en fait tout ce schéma, tout ce travail de collection d'informations, etc., pour pouvoir t'adapter aussi aux fondamentaux locaux. Jean-Émile, toi, tes fondamentaux, pour toi, c'est quoi les fondamentaux du retail? Et pourquoi on revient aujourd'hui à ces fondamentaux ou pas? Alors déjà, les fondamentaux, c'est d'avoir une vision qui est claire et qui est en cohérence avec son business model et qui peut peut-être répondre aussi aux tendances du marché actuel. Donc peut-être un peu moins s'éparpiller, un peu moins essayer. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de levées de fonds, il y a moins d'argent disponible. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment mettre en cohérence la demande, les tendances de marché, son business model, sa vision. Après, les fondamentaux de bien servir le client, intégrer l'IA, faire attention à ses coûts d'acquisition, etc., etc. C'est déjà le cas depuis longtemps, en fait. C'est vraiment la vision, le business model et la cohérence par rapport aux attentes des clients et de consommation. Et pourquoi, selon vous, on revient aujourd'hui à ces fondamentaux? Pourquoi c'est le contexte? Qu'est-ce qui fait qu'on revient aujourd'hui à ces bases-là? Je pense, comme l'expliquait Lisa et Jean-Émile, c'est qu'il y a vraiment déjà une demande et une attente des clientes sur une diversification, sur une authenticité, sur une expression de marque unique. Et donc, charge à nous d'y répondre en travaillant une expérience bien spécifique, qui s'approprie l'ADN de chacune de nos marques. Donc essayer de sortir de ce lot, effectivement, et de ces nombreuses offres qui pléthoriques, parce qu'une chemise reste une chemise, mais c'est juste, et on en a 10 000 dans nos placards, ça c'est clair. Donc pourquoi en acheter une nouvelle? Et c'est offrir tout un storytelling, toute une histoire. Et c'est vrai que ça... Là, ça nécessite, on n'achète plus juste une chemise, il y a tellement d'offres qu'il faut différencier sa chemise et lui proposer des valeurs ajoutées. Ouais. Lisa, ouais.
Je pense aussi qu'en fait, le contexte géopolitique a déclenché chez les gens des prises de conscience sur certains sujets. En fait, il y a 30 ans, on était effectivement dans une société de consommation intense. Concrètement, il y a aujourd'hui des prises de conscience des consommateurs. Alors, évidemment, en fonction de leur pouvoir d'achat, mais en tout cas, il y a de la prise de conscience de sujets qu'on nous rabâche toute la journée et qui viennent impacter la façon dont on consomme. Ouais. Et tu penses à quel sujet, par exemple? Tous les sujets RSE, typiquement, c'est des sujets... alors, aujourd'hui, on n'est pas encore capable de dire que ça a un réel impact sur les ventes, mais en tout cas, ça impacte, quoi qu'il en soit, le psychologique client. Jean-Émile, ouais. Alors, il y a une vidéo qui est passée un petit peu avant. En fait, nous, notre business model, c'est ce qu'on essaye de faire. On n'est pas revenu pour faire le Pixmania il y a 25 ans. Il y a Amazon pour ça, donc on va leur laisser la façon de faire. C'est plutôt... On va essayer de réinventer la façon de consommer déjà les produits à forte circularité. Donc aujourd'hui, on ne peut plus avoir un objet qui peut avoir plusieurs vies, s'arrêter au bout de 2 ans alors que ça peut durer 6-7 ans. Si on prend l'exemple du smartphone, chez Pixmania aujourd'hui, on va vous racheter votre ancien téléphone, on va vous racheter à terme le téléphone que l'on vous vend, qu'il soit neuf ou reconditionné au point de départ. Tout ça avec des moyens de paiement au choix, c'est-à-dire que vous allez pouvoir payer comptant en 3-4 fois, buy now, pay later, mais aussi à crédit long, et également en location ou sous forme d'abonnement, par exemple un device as a service. Et ça, c'est une vraie nouvelle façon de consommer, parce que le faire de façon seamless avec une marketplace intégrée, donc multi-vendeurs, multi-produits, multi-services, one single checkout, et avec tous les moyens potentiels de paiement, ça c'est une façon vraiment innovante qu'on a, en tout cas nous, essayé d'insuffler d'abord par les smartphones, mais en fait à tous les produits qui peuvent avoir 1, 2, 3 vies. Il faut surtout arrêter de l'acheter et le mettre de côté au bout de 2 ou 3 ans dans son tiroir, ou même garder une télé trop longtemps si on n'en a plus envie, mais peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre qui voudra consommer cette télé. Ouais. Et Axel, toi, tu as repris effectivement une entreprise qui se cherchait, on va dire, qui appartient au groupe Etam. Mais voilà, il y avait peut-être. T'es revenu aussi à un positionnement plus clair, plus simple, ou pas? Non. Non, il y avait un positionnement, il était clair, il était bien, mais il fonctionnait pas en revanche. Pourquoi il fonctionnait pas? Parce qu'il ne... Alors là, très clairement, il ne s'adressait pas du tout en termes de trend et de collection aux attentes des clientes. Donc il était resté assez figé dans un passif historique qui était... cette marque était très spécifique et attendue sur le tailoring, donc tout ce qui était les costumes et les tailleurs féminins, l'habillé, sauf que plus personne ne met un costume 3 pièces pour aller bosser ou de manière très rare, ou parce que c'est devenu à la mode, et pour le coup, Sarlé, donc on a à nouveau des tailleurs. Mais donc elle avait vieilli avec son temps, elle avait vieilli avec sa cliente, c'est une marque qui a plus de 40 ans, donc sincèrement, son positionnement, il était assez clair, sauf qu'il ne répondait plus du tout aux attentes du marché. Donc c'est la raison pour laquelle, voilà, moi je me suis ouverte et j'avais quand même une idée assez précise, mais j'ai voulu la conforter via ce que j'ai pu récolter comme info, comme données, comme data, auprès de toutes les personnes avec qui j'ai pu échanger. T'as écouté énormément ce que j'ai écouté, moi j'ai les signaux faibles, c'est ce qu'on aimait à dire. Moi, les signaux forts, tout le monde on les entend de manière très, très, très évidente et ils sont souvent répétés. Et en revanche, le petit détail de la cliente qui vous sort une anecdote, mais imperceptible peut-être pour beaucoup de personnes, moi, en général, je la capte mais immédiatement et je me la note et je la dis soit à la directrice de style, soit à la directrice de com, et je dis non mais attends, là on tient un truc de fou, et puis en général ça, effectivement, la vérité vient de nos clientes très souvent. Vous aussi chez Jonac, j'imagine que c'est pareil, la vérité vient des clientes? Oui, complètement. Alors moi je reçois les mails du SAV sur ma boîte mail. Ça me permet de conserver la main dedans. Ça m'énerve beaucoup quand on a des mauvais avis, mais globalement, effectivement, je pense que c'est important qu'on reste très connecté par rapport à tous ces éléments. Et puis aujourd'hui, pour le coup, la technologie nous permet aussi d'avoir beaucoup plus de remontées qu'avant. C'est-à-dire que, il y a 20 ans, on appelait des magasins pour savoir d'abord combien ils avaient fait à la fin de la journée, alors qu'aujourd'hui, on voit les chiffres en temps réel. Et puis, on avait un ressenti. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on m'a demandé ce produit, j'ai l'impression que j'ai eu... Alors que tout ça,
on peut le traquer aujourd'hui, et parce qu'on peut le traquer via la data, on peut aussi aller plus loin dans la réponse à ce besoin. Ouais. Comment vous avez simplifié tous les trois l'expérience client en magasin ou en ligne? Peut-être toi, Jean-Émile? Alors l'expérience client, en fait, pour faire tout ce que je vous ai dit juste avant, c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a beaucoup de flux et aussi beaucoup d'informations. Les clients sont devenus très intelligents, et surtout très skilled. Ils connaissent mieux que les agents ou les vendeurs ce qu'ils achètent. Alors, ça nous amène un peu vers le sujet de l'IA quand même. Ouais. Aujourd'hui, l'IA déjà apporte une fraîcheur exceptionnelle. On dit retour aux fondamentaux, simplicité, vision. La réalité, c'est qu'on est dans une nouvelle révolution exceptionnelle. J'ai l'impression de me retrouver 20 ou 25 ans en arrière. Ce que je disais ce midi à table, j'aurais aimé que mes enfants aient 50 plus pour la vivre pleinement. Il y a des opportunités uniques avec cette IA. Nous, on a commencé à l'intégrer au niveau du service client, donc le chatbot. Ouais. C'est d'une puissance sans nom. On pose une question, on a la réponse. Alors, on passe par une technologie qui l'entraîne, d'accord ? Les équipes sont pleinement mobilisées. Mais on passera une vidéo un petit peu plus tard sur le chatbot où en fait vous avez posé une question, vous allez avoir une réponse extrêmement précise, une deuxième, une troisième. On peut répondre à 1000 clients simultanément, 10 000, 100 000. Et je dirais pas à un coût faible, mais quasiment, enfin, en tout cas faible, ok, moins que d'avoir un agent en face. Donc, le service au client est exceptionnel à ce niveau-là. Après, les autres, les fondamentaux, la logistique, la livraison en 24 heures, les informations, tout ça, j'espère qu'on les a tous intégrés depuis un certain temps. Donc, c'est vraiment comment on va aller au next step. Et l'IA est absolument fondamentale. Enfin, la Gen AI est fondamentale chez nous. Et on a intégré déjà à plusieurs niveaux. Après, on va en parler. Effectivement, tu as développé un outil interne en chatbot, comme tu dis, assez bluffant. On pourra voir une petite vidéo aussi dans quelques minutes. Et toi, Axel, comment tu as simplifié aussi l'expérience client chez Maison 123 ? Je l'ai revalorisée surtout. Je pense qu'elle s'était un peu distendue au fil du temps, et c'est vrai que je lui ai donné toutes ses lettres de noblesse en vraiment travaillant des formations magasins, des formations des équipes, en donnant de la donnée, en travaillant après bien sûr tout ce qui est omnicanal. Donc on est vraiment, et puis là le groupe ETAM, on est assez précurseur, et le président du groupe, Laurent Melchior, est vraiment sur les sujets. Donc on est vraiment devenu un groupe omnicanal. Donc on est sur ces deux aspects, à la fois l'omnicanalité avec tous les touchpoints que l'on peut avoir en termes de service et l'expérience client en magasin. Lisa ? Oui, alors chez nous, un petit peu pareil. Je pense que l'expérience client, en tout cas quand tu t'adresses à de la femme, elle passe souvent par la vitesse, par la rapidité. Il y a la simplicité, mais il y a ce manque de temps cruel dont on est tous un petit peu... voilà. Donc concrètement, par rapport à ça, il faut mettre en place des choses qui vont permettre de gagner du temps, d'aller plus vite, que ce soit en magasin ou que ce soit online. Toutes les innovations qu'on va intégrer, c'est des innovations qui permettent d'aller dans ce sens-là. Donc, en magasin, c'est de pouvoir évidemment faire toutes les briques omnicanales qui te permettent de faire en sorte que le client, une fois qu'il est rentré chez toi, il ne reparte pas sans rien. En tout cas, qu'à aucun moment, il y a un déplacement inutile. Après, il y a tout le côté un peu plus qualitatif qui permet de ne pas se balader dans le métro avec une grosse boîte de chaussures parce qu'on te la livre par coursier chez toi directement. Donc il va y avoir tout ce côté-là qui est assez intéressant et qui très souvent est aussi tiré par le web. Parce qu'en fait, le fait de pouvoir offrir des choses sur le web et d'avoir été loin sur le digital, ça te permet ensuite de reprendre ces éléments-là pour le déployer en magasin. Je pense notamment au fait de pouvoir intégrer les datas par rapport aux recherches sur les produits, les fiches produits. Tout ce qui se passe sur le digital, on peut tout regarder de près et on est très conscient de ce qui se passe quand il y a un utilisateur sur le site. En physique, un petit peu moins. Alors qu'en fait, on a des outils aujourd'hui qui nous permettent aussi de savoir ce qui se passe dans le magasin. Combien de demandes il y a sur tel produit, etc. Et ensuite de le tracer et ensuite de le modéliser pour aller plus loin et savoir en fait combien de gens veulent des choses que tu n'as pas dans le magasin, etc., etc. Donc tout ça, c'est sur le point de vente. Et après, en digital, même chose. Beaucoup d'innovation, toujours pareil. Pour moi, c'est vraiment rapidité. Vous faites combien? C'est quoi la part de physique et digital chez... On fait 35% du chiffre sur le digital. Sur digital. Mais c'est vrai que donc, cette technologie, elle permet donc de simplifier
quelque part l'expérience client. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça aussi, tous les deux? Fluidifier. La fluidifier? La simplifier, je ne sais pas, parce que c'est assez complexe finalement. Il faut bien réfléchir à quels sont les touch points, à quel niveau il faut utiliser l'IA, à quel niveau il faut enlever l'humain, et surtout où replacer l'humain pour en tirer la quintessence de cette IA. Pour moi, aujourd'hui, c'est tout le travail, toute la réflexion qu'on doit avoir, c'est OK, tout ce qui est automatisable finalement par des robots IA, il faut l'automatiser. Il n'y a aucune raison d'avoir des gens qui soient des pouces-boutons, ou qui vont chercher sur Google ou sur ChatGPT et qui ressortent l'information, parce que c'est ça qui est fait finalement, c'est ça qui a été fait depuis des années. Donc aujourd'hui, il ne faut pas faire ce qui n'est plus à faire. Par contre, c'est où est-ce qu'on met l'humain, où est-ce qu'on met cette intelligence, comment on entraîne les robots IA, la Gen AI, c'est ça le fondamental. Et j'ai envie de dire que c'est pas si simple que ça. En fait, ça paraît simple, mais c'est plutôt complexe. Alors, et c'est coûteux. Et quoi? Et c'est coûteux. Et c'est coûteux. Ouais, moi, je suis assez d'accord. Je trouve que, au final, on parle de simplicité, mais en fait, aller sur Google, taper un produit ou une marque, retourner sur le site d'une marque, choisir ton produit, scroller, le mettre au panier, ajouter la livraison, c'est pas simple en fait. Est-ce que l'intelligence artificielle, l'objectif, c'est pas de pouvoir prendre mon téléphone et dire à ChatGPT, commande-moi un billet Air France parce que je dois partir au one-to-one de telle date à telle date. Tu connais mon nom, tu connais mes dates, tu as toutes mes infos. Merci, envoie-le-moi sur ma boîte mail. Tu es d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut peut-être voir une vidéo justement de Pixmania, comment vous avez intégré l'intelligence artificielle chez Pixmania, la première vidéo? Est-ce qu'on peut peut-être la lancer? Laissez-vous séduire par l'iPhone 16, le compagnon ultime pour améliorer votre quotidien. Grâce à son écran époustouflant, chaque moment devient une expérience visuelle immersive, transformant vos vidéos et photos en œuvres d'art vivantes. Les créateurs de contenu et les amateurs de photographie adoreront ses capacités exceptionnelles, capturant chaque détail avec une clarté inégalée. Avec une autonomie qui vous accompagne toute la journée, passez des appels, regardez des vidéos et restez connecté sans jamais vous soucier de la batterie. La robustesse et l'élégance de son design en aluminium aérospatial vous offrent une tranquillité d'esprit, tout en ajoutant une touche de sophistication à votre style. Rejoignez les milliers d'utilisateurs enchantés qui ont attribué à l'iPhone 16 une note moyenne de 4,9 sur 5. Ouais, c'est pour Apple, donc la pub. Donc là, c'est un exemple, d'accord. Tout ça, ça s'améliore en permanence. Mais l'idée, c'est de dire, OK, nous, quand on a repris la marque Pixmania, on s'est repenché plus sur l'e-commerce. On a vu que c'était quand même assez statique d'un point de vue front office. On était quasiment comme il y a 10 ans ou 15 ans en arrière. Aujourd'hui, avec l'IA, mais avec plein d'autres choses, on doit pouvoir rendre beaucoup moins statique. Donc ça va être à la parole, ça va être à la vidéo. Là, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir Siri, entre guillemets, on appelle ça Pixball, qui va vous parler de la page. Donc on met les paramètres, est-ce que c'est 30 secondes, 1 minute 30, de quoi on veut parler, et ça va le générer sur tous les produits. D'accord? Et ça va aller sur les points, donc les images, le manuel d'utilisation, si on veut faire de l'upsell, les accessoires qui vont avec, etc., etc. Et donc de rendre une page statique, une page beaucoup plus mobile et presque conversationnelle potentiellement. Donc ça, c'était une première chose. Ça a été fait avec la société Libertify, qui fait également le chatbot avec nous. Comment vous avez intégré tous les deux, Axel et Lisa, de l'IA ou pas? Est-ce que vous l'avez intégré? Et quel cas concret on peut partager aujourd'hui? Alors, moi, de mon côté, j'ai aussi ajouté des agents IA sur le service client. Donc là, on gère 30% des volumes aujourd'hui via de l'intelligence artificielle. Donc, c'est pas un chatbot, c'est des agents. Et ça fonctionne très bien. On l'a intégré beaucoup sur le marketing aussi, sur tout ce qui est visuel. Là, pour le coup, le gain de temps est drastique sur les équipes graphisme, c'est assez fou. Et on l'utilise beaucoup sur cette partie-là. Et après, on l'a aussi intégré sur toute une partie analyse de la data sur tout ce qui se passe en fait au niveau omnicanal, de manière à pouvoir définir quels sont les points, des règles par rapport aux points de vente, comment ça fonctionne. En fait, tout le travail qu'on faisait historiquement pour rassembler les informations retail, les informations digitales, et puis traiter à partir de ça le réseau pour agir de la bonne manière, etc. Tout ça, on va le plugger sur un seul outil. On va rajouter des éléments comme la météo et tout ça, et puis on va laisser l'intelligence artificielle nous définir, en fait, nous sortir les reportings et les actions à mener par groupe
de magasins, etc., pour pouvoir ensuite agir et faire fonctionner le réseau de la meilleure manière possible. Et comment tu travailles avec les startups? Tu me disais que tu travaillais avec des startups françaises justement sur l'IA. Oui, complètement. Alors, on travaille avec tout plein de startups. Enfin, la partie agent IA, nous, on a opté pour une startup qui s'appelle Yuma. Sur la partie... Alors, on a testé aussi un truc assez rigolo qui s'appelait Imki sur de la création de produits. On a lancé une collection, en fait, directement à partir d'une intelligence artificielle. Et après, toute la partie omnicanal, elle est via Unify, qui est présent sur le salon. Axel, toi, chez Maison 123? Alors moi, je dirais pas avancé, parce que jusqu'à présent, ça n'a pas été, en tout cas dans ma feuille de route, un bœuf. Bon, déjà parce que c'est relativement récent, et moi, ça fait 4 ans et demi que je suis là, et c'est vrai que l'IA aurait... Alors, est-ce qu'aujourd'hui, si je reprenais cette boîte dans l'état dans lequel je l'ai récupérée, est-ce que j'utiliserais beaucoup plus d'IA ? Très probablement. Mais en tout cas, ça n'a pas été le cas pendant ces 4 années. Donc, ça a été vraiment sur... Bon, voilà, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai mené comme action. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est clair que par contre, ça fait partie des leviers de demain. Et on l'utilise déjà, alors de manière assez basico, ChatGPT, sur tout ce qui est rédaction de fiches de contenu, digital, fiches articles, etc. On est en chatbot là, en usage conversationnel sur notre site. Pour l'instant, on est en POC et on voit un petit peu ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'on a énormément de projets. Mais voilà, pour moi, c'est deuxième semestre 2025. Ouais. On s'est mis des fondamentaux. Des fondamentaux, exactement. Et on va aller là-dessus. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, ça n'a pas été ma ligne. Et c'est pas comme ça que j'ai pu redresser. C'est pas grâce à ça, en tout cas, que j'ai pu redresser. Mais c'est vrai, avant de te redonner la parole, peut-être Jean-Émile, mais c'est vrai que tu me disais que tu as 4 ou 5 stylistes et ils travaillent quasiment pas beaucoup avec l'IA, c'est vraiment... Non, mais c'est pas quasiment pas. Qui ne travaillent pas avec l'IA. Du tout. Voilà, elles sont avec leur stylo, leur gomme et... À l'ancienne. Et à l'ancienne. Alors après, c'est vrai que comme elles sont... voilà, jusqu'à présent, ça fonctionne. Donc je me dis, comment faire? Après, on va certainement avoir... Enfin, quand elles vont, parce qu'on va les nourrir, on va les former pour qu'elles puissent comprendre. Mais aujourd'hui, c'est vrai que là, pour le coup, sur cette partie-là de l'ADA, il y a absolument pas d'attente. Enfin, je pense qu'elles sont très réfractaires à cet outil, aux différents outils qui pourraient exister à terme, qui existent déjà. Mais je pense que ce sera un mix des deux. Et c'est en ça que je voudrais les amener à comprendre l'intérêt qu'elles auront à délivrer plus rapidement, avec moins de difficultés, peut-être plus d'idées. Mais bien sûr, c'est sûr. La déclinaison d'un pull, d'une maille avec des graphismes différents, en appuyant sur un bouton, ce sera 10 fois plus vite qu'au crayon et à la gomme. Mais bon, je pense qu'en revanche, et moi je suis convaincue qu'il nous faudra toujours, c'est évident, rendez-vous dans 10 ans, peut-être que ce sera plus évident, mais là, à l'instant T, non, l'intelligence humaine, elle est primordiale dans cette façon justement de bien capter, parce que la parole et l'attente des clientes, alors si, on peut effectivement la retranscrire via les SAV, via tout ce qui nous est retourné, mais bon, il y a quand même une Lisa qui les lit. Moi, c'est pareil, quand on m'adresse un courrier, je le lis évidemment, et j'appelle même la cliente, donc j'ai 4 courriers par mois en moyenne de mécontentement, je prends mon téléphone et j'explique, et là, non, mais ce qui est dingue, c'est que 99% du temps, elles ont raison. Et ça nous amène à amener des corrections sur nos usages, etc. Parce que c'est sûr, on n'avait pas vu un truc. J'ai dit, mais évidemment, je me mets à sa place, elle a tout à fait raison. Et 100% du temps, la cliente avec laquelle tu as eu un contact, c'est la plus heureuse du monde et ça devient ta meilleure ambassadrice. Parce que comme j'appelle de mon portable, elle a mon téléphone. Bon, elle n'en fait pas beaucoup d'usage, mais 90% pareil du temps. J'ai un SMS dans le mois en me disant Madame, je suis revenue dans votre boutique, encore merci. Enfin, je pense qu'effectivement, mais c'est ce que je me dis. Je me dis, si moi on m'appelait, je serais. Mais bon, je trouve ça normal. Et souvent, elles sont surprises. Elles me disent, je ne pensais pas du tout que vous alliez m'appeler. Je dis, vous savez, j'étais bien élevée. Quand on s'adresse à moi, j'ai pour principe de répondre. Donc. Parce qu'il m'est personnellement destiné. Donc voilà. Jean-Émile, tu veux réagir à ces propos ? Moi, je pense que ça va être beaucoup plus disruptif que tout ça, ouais. Beaucoup plus vite. Qu'on aime bien se rassurer à regarder les emails. Moi aussi, je les regarde. Mais en fait, je pense que ça ne sert pas à grand-chose, puisqu'on peut avoir finalement des reports qui sont très précis, qui nous font mal, en fait. Donc je pense que ça va aller beaucoup plus vite que ça. Enfin, ça va tellement vite. Là, on est vraiment au tout début. Moi, j'étais au salon, je vais chaque année au salon du CES à Las Vegas. J'ai jamais vu un tel U-turn entre l'année dernière et cette année. S'il n'y avait pas marqué IA, il ne fallait même pas ouvrir le stand. Avant, c'était électrique. Aujourd'hui, c'est IA. On l'a bien vu.
Donc je pense que ça va aller très vite, c'est beaucoup plus profond, puissant. La déferlante, elle est exceptionnelle. Il faut savoir la prendre, il faut avoir envie de la prendre, il faut être prêt à la prendre, et il faut être prêt à changer les organisations en face de ça. Quand on redémarre, c'est peut-être un peu plus simple parce qu'on n'a pas déjà X centaines de personnes où il faut dire il y en a 70, la réalité c'est que votre job il ne sert plus à rien. Donc voilà, c'est des décisions courageuses à prendre, et je pense que ça ira 10 ans. Je pense que ta collection, elle sera au moins à 50% faite par l'IA plutôt, et je n'y connais rien du tout là-dedans, mais c'est un feeling assez fort, et à la limite, pourquoi pas. Vous êtes d'accord, tu es d'accord avec ça, Lisa? Oui, complètement. Enfin, déjà, voilà, quand on parle du SAV et que 30% des volumes en un mois sont gérés, tu te dis qu'on va vers ça. Voilà. Après, je pense que ce qui est important pour nous, en tout cas en tant que marque, c'est de se rappeler que l'IA, c'est un outil. Donc nous, concrètement, on n'est pas des startups, justement, et on ne vend pas de l'IA. Concrètement, on va utiliser l'IA, on va le mettre en place dans notre entreprise. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on se déplace sur des salons comme ça, parce qu'en fait, on a besoin de se nourrir de tout ce qui se fait pour devenir meilleur, mais par contre, pour nous, de se devenir meilleur dans notre business. Et notre business, il ne faut pas oublier que c'est, en l'occurrence pour moi, vendre des chaussures à des madames. Donc voilà. Donc, je pense dans que des points de vente physiques. Dans des points de vente physiques et sur le digital. À 70% pour toi, 85% à date pour moi. Ouais. Donc il y a encore un pas à franchir, en tout cas chez Maison 123, ce sera en projet, mais c'est... D'où notre présence ici, je pense à toutes les deux, tous les trois, voilà, parce qu'on sait très bien que ça évolue et que le commerce de retail classique va évidemment évoluer, et il faut le faire évoluer. Ouais, vas-y. Nous, on a mis un référent IA sur chaque partie de la boîte. Il y a un référent qui doit apporter tout ce qui existe dans son secteur à l'IA, et ils font des comités IA, juste pour pas manquer ce qui se passe. Alors après, on va se conforter, on va voir les startups, le one-to-one est on va dire génial pour ça, c'est qu'en 2 jours, on peut faire le tour de tous les secteurs de notre industrie. Mais donc, il faut vraiment avoir ce référent IA dans chaque partie de notre boîte, que ce soit logistique, que ce soit marketing, que ce soit l'acquisition, à tous les niveaux. Et est-ce que, justement, on parle énormément d'IA, est-ce que la transition écologique, est-ce que l'impact, la RSE, est passé au second plan à cause de l'IA, justement? On parle moins d'RSE et beaucoup plus d'IA. Comment vous l'expliquez, et est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est passé au second plan, peut-être, Lisa? Alors pour moi, ils ne sont pas sur le même plan. Je répète, l'intelligence artificielle, c'est un outil qu'on intègre en entreprise, alors que la RSE, c'est un sujet de fond stratégique pour l'entreprise. Donc, ils ne sont pas du tout opposés l'un à l'autre. Au contraire, pour prendre un exemple très facile, voilà, donc nous, par exemple, on est certifié B Corp. Pour autant, j'ai intégré de l'IA dans tous ceux qu'on pouvait intégrer. Et concrètement, si tu mets de l'intelligence artificielle, typiquement, voilà, créer une collection avec une intelligence artificielle, ça va te permettre de diminuer ton coût de collection et les allers-retours entre tes produits de quasiment 90%. Donc, à la fin, la RSE bénéficie des innovations IA. Et c'est ça dans beaucoup de domaines. Donc je pense que vraiment, il ne faut pas les opposer. Après, en termes d'investissement, une entreprise ne peut pas tout faire. Et donc oui, il faut arbitrer. Et donc effectivement, peut-être que cette année, dans les arbitrages, on est tous obligés d'aller un petit peu plus sur l'IA, parce que justement, la RSE, c'est un sujet de fond, c'est un sujet qui coûte cher, et c'est un sujet sur lequel il faut, qu'on a appris à budgéter parce qu'il nous est un petit peu tombé dessus du jour au lendemain, et qu'on doit maintenant intégrer dans nos PNL. Voilà, mais je pense que vraiment, c'est 2 niveaux complètement différents, et que les gens vont de plus en plus, avec le temps, vouloir de la RSE, même si... voilà, en tout cas, on va vers ça. Par contre, l'IA, ça y est, c'est présent aujourd'hui, même si peut-être que sur le papier, c'était la RSE qui était là avant. Concrètement, je pense que les résultats de l'un comme de l'autre vont se voir d'une façon très différente. L'IA, on peut voir des résultats tout de suite quand on intègre des solutions. La RSE, c'est un sujet beaucoup plus profond, beaucoup plus long terme, et c'est justement aussi un sujet beaucoup plus lié à la vision, à la mission en fait de ton entreprise. Toi, Jean-Émile, tu le pratiques au quotidien, parce que vous êtes une green tech, et en même temps, vous intégrez énormément d'IA, comme on l'a dit. Je pense que le RSE greenwashing est passé. Et donc maintenant, c'est le RSE dans les business models. Donc nous, clairement,
le RSE fait partie de notre business model, d'accord ? Reprendre un produit, le reconditionner, puis le revendre et faire un cercle vertueux pour tous les produits, c'est ça, être green. Et ça n'empêche pas de faire de l'IA, ça n'empêche pas de faire de la fintech, donc de faire du crédit. Voilà. Donc, mais je pense que dès qu'on peut faire du green à un coût qui est abordable, normal, on va dire, compétitif par rapport à notre environnement compétitif, géographique également, il faut le faire. Mais l'un ne va pas contre l'autre en tout cas. Et vous, chez Maison 123 aussi, vos clientes sont assez sensibles à ce thème de la RSE, effectivement, nous, on l'a intégré dans nos valeurs de marque, dans notre ADN. Enfin, c'est dans la nouvelle plateforme de marque que je l'ai inscrite comme effectivement une valeur fondamentale. Et la dernière illustration, effectivement, est la mise en ligne d'un site de seconde vie que l'on a lancé en février dernier et qui cartonne et qui nous génère énormément de transformation de produits et de touchpoint aussi sur les points de vente, puisque l'idée c'est également pouvoir rendre vos produits en point de vente, donc ça amène du trafic. Donc c'est vrai que moi je l'ai vraiment inscrite dans les valeurs, dans l'engagement, dans mon ADN, et la cliente pour le coup elle est sensible. C'est sûr que l'IA elle n'y est pas sensible, en revanche ça c'est tout ce qui est back office on va dire, et là on l'utilise et on va être amené encore une fois à l'utiliser beaucoup plus dans les mois et années à venir. Mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord, c'est pas du tout à mettre en opposition, ce sont deux usages qui se nourrissent l'un et l'autre et qui sont fondamentales aujourd'hui. Complètement. Déjà parce qu'il y a des lois qui nous imposent d'être RSE. Donc on a des normes à respecter et l'IA en revanche il n'y a pas de normes, mais bon, pour le coup la concurrence et le fait de se renouveler nous impose d'y aller. Alors il nous reste 1 minute et 3 secondes exactement. Est-ce que quel dernier message on peut faire passer aujourd'hui? Qu'est-ce que vous souhaitez dire en guise de conclusion? Un dernier mot. Comme Sonia, profitez bien de cette édition du One to One. En tout cas, pour moi, ça fait 14 ans, finalement, j'étais au début avec Marc. C'est un super événement. Donc, moi, je suis content d'y revenir. Je n'ai pas été là pendant quelques années. Et ça me permet, en tout cas, à moi, d'avoir une vision. Pareil comme au CES, finalement. On voit les nouvelles startups, et on voit tout de suite vers où on va. Et je pense que je n'ai pas encore fait le tour, mais l'IA va être un petit peu partout, à mon avis. Lisa? Oui, voilà, je pense qu'effectivement, le sujet de l'IA est hyper important et il faut tous le prendre à bras le corps autant que possible et aussi vite que possible parce qu'il y a quand même aussi aujourd'hui, on est quand même sur un monde qui change très vite, les innovations évoluent extrêmement vite, beaucoup plus vite qu'avant. Et donc, je pense qu'il y a aussi ce sujet de ne pas se laisser dépasser et qui repose quand même sur le fait d'être capable de continuer, de conserver tes valeurs, conserver tes fondamentaux, mais tout en continuant d'innover et d'implémenter des nouvelles solutions régulièrement. Axel, dernier mot. Moi, c'est peut-être une note d'espoir pour toutes ces marques qui sont un peu en difficulté actuellement, pour toutes celles qui ont disparu. Je pense que là, on ne pourra pas les faire ressusciter. Et moi qui ai travaillé longtemps chez Vivarté, elles sont très nombreuses. Je pense qu'effectivement, en tout cas, mon message et mon témoignage j'espère qu'ils ont pour vocation, en tout cas, à donner de l'espoir à toutes ces marques qui sont en difficulté, qui n'ont peut-être pas posé les bonnes questions. Et c'est là où je pense qu'effectivement, ce débat de simplicité, vision, c'est déjà la clé du commerce, quelle que soit la tech et l'usage de la tech. Mais c'est déjà avoir une vision claire et synthétique de là où on veut aller, qui on veut capter et comment le vendre, que ce soit purement digital ou un mix comme Jonac et Maison 123. En tout cas, c'est d'avoir les idées très précises de là où on veut aller et la preuve en est que ça peut fonctionner. Voilà. En étant 100% familial, sans fonds étrangers et une toute petite équipe. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois. On peut les applaudir. Merci beaucoup Lisa Nakam, directrice générale de Jonac, Axel Matteri, directrice générale de Maison 123 et Jean-Émile Rosenblum, CEO fondateur de Pixmania. Merci beaucoup pour votre présence. Vos ateliers et rendez-vous commencent à 14h30 et rendez-vous à 14h45 pour le Pitch Startup. J'aurai le plaisir d'animer le Pitch Startup au Social Wall. Très bon One to One Monaco. Merci.